Alors, à Monévore, j'ai entendu dire, ou je sais que tu n'étais pas le dessinateur prévu à la base, et que le projet t'a été amené par Chris, voilà, en tant qu'éditeur ou... Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Comment est-ce que finalement tu en es arrivé à dessiner Un homme est mort? Ben, Un homme est mort, c'est à ce jour le seul livre que j'ai fait avec un scénariste, un co-scénariste, parce qu'on a scénarisé ensemble. Et alors je suis hyper mauvais avec les dates, donc je vais dire des conneries, mais 2004 ou 2005, après avoir publié chez Delcourt Rural, et j'étais en train de dessiner Les Mauvaises gens, les éditions Delcourt à Paris m'avaient proposé des directeurs de collection pour essayer de démarrer ce qu'on appelle la bande dessinée documentaire ou reportage, qui à l'époque était plus rare que maintenant. Oui, voilà. Elle n'est pas encore très, très majoritaire, on ne peut pas dire, mais elle est un peu plus présente qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Et donc j'étais directeur de collection chez Delcourt et je cherchais des récits, des auteurs susceptibles de nous proposer des récits qui relèvent du documentaire ou du reportage en bande dessinée. Donc j'avais fait savoir qu'on lançait ça. J'avais commencé à recevoir des projets, certains étaient intéressants, d'autres pas. Enfin voilà, je commençais un travail d'éditeur. Et parmi les projets que j'ai reçus à la maison, j'ai reçu un jour un courrier assez épais d'un scénariste que je ne connaissais pas, qui s'appelait Chris, donc. Et il y avait aussi un dessinateur qui était là, qui était prévu. Il y avait quelques croquis, quelques dessins. Et j'ai lu le scénario et je me souviens de ce que j'ai pensé. J'ai pensé, le gars qui va dessiner ça a de la chance. Ouais. Tu vois. Parce que l'histoire était vachement bien en tant qu'histoire. C'est-à-dire que, outre le fait que c'est une histoire l'anecdote de ce film, la brève existence de ce film était riche d'enseignements et de toutes sortes de dimensions qui m'intéressaient beaucoup. En plus, d'un point de vue purement narratif, en termes d'événements qu'on raconte, c'était une vraie belle histoire extrêmement efficace. Donc et le film, pour ceux qui ont peut-être, qui découvriront. Il y a encore des Brestois qui n'ont pas lu Un homme est mort, je crois pas. Il y a encore des Brestois qui n'ont pas lu Un homme est mort, c'est vrai que c'est j'espère que l'album est dans tous les foyers de Brest, forcément. Je crois que c'est la vente record de la librairie Dialogue à Brest. Ça m'étonnerait pas. Il doit être rendu à 5 ou 6 000 exemplaires, ce qui est un score tout à fait honorable, même à l'échelle nationale maintenant pour un livre. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Et donc c'est le film de René Vauthier qu'il avait filmé en 16 mm. Voilà, c'est ça. Donc c'était un film très court, tourné en 1950 à Brest, lors de la reconstruction de la ville et des grèves qui s'en étaient suivies. Et c'est un film qui était là pour témoigner d'un mouvement social. Il avait filmé l'enterrement d'Édouard Mazet, donc un des grévistes qui avait été tué par la police. Et ce film, qui était en fait censé au départ témoigner d'un mouvement social, a été monté très rapidement dans l'urgence par René Vauthier à Brest même, et a été diffusé sur les piquets de grève, où il devenait aussi un peu un élément fédérateur du mouvement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'est que cet objet cinématographique qui était censé témoigner de quelque chose est devenu l'acteur de quelque chose. Ouais, puisque à la fois il était diffusé sur les piquets de grève, donc ça entretenait la flamme en quelque sorte, et par ailleurs il était diffusé dans les villages autour de Brest, peut-être ici, je ne sais pas. Et les gens qui venaient assister au film, qui n'étaient pas payants, l'entrée n'était pas payante, mais ils amenaient en guise de ticket un poulet, des pommes de terre, des lapins, qui étaient ensuite donnés aux grévistes à Brest. Donc voilà, c'est un... Donc une histoire quand même particulière. Ça c'était intéressant, un objet cinématographique qui en quelque sorte se transforme dans sa vocation. Ça me plaisait beaucoup. Bref, toujours est-il que j'ai dit à Chris, allez-y, ce truc-là, moi je vais le défendre à Paris chez Delcourt, on va refaire un livre, c'est formidable. Donc j'ai demandé au dessinateur de nous envoyer des pages, au moins pour qu'on voit ce qu'allait donner visuellement le livre, et pour en parler, et pour faire tous les réglages qui sont en général nécessaires au début d'un livre. Et puis voilà, le dessinateur brestois, pour des raisons qui lui sont personnelles, n'a pas réussi à démarrer, voilà, disons ça comme ça. Et donc le temps a passé, Chris attendait, j'attendais, je pense que le dessinateur essayait, je crois, et puis le temps passant, moi je me rendais compte que ce travail d'éditeur, j'avais sous-estimé le volume de travail que ça représentait, et du coup j'avais beaucoup de mal à avancer sur mes propres livres. Et il y a un moment où je me suis dit, il faut que je choisisse, soit je suis éditeur, soit je suis auteur. Et si la question se pose dans ces termes-là, la réponse elle va d'elle-même, je suis auteur. Donc j'ai informé Guy Delcourt et les auteurs avec qui j'étais en contact que j'arrêtais ce travail d'édition. Et Chris m'a dit, voilà, ce livre n'a plus de dessinateur, il n'a plus d'éditeur, il ne se fera pas. Donc, et ça, c'est une chose qui me semblait inconcevable. Je me suis dit, non, ce livre-là doit exister. Donc j'ai proposé à Chris de le réécrire avec lui, parce qu'on avait déjà commencé un travail sur l'écriture. Et en fait, de changer de casquette, j'enlevais ma casquette d'éditeur et je reprenais celle de co-scénariste et dessinateur.
Et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu le dessinateur de ce livre dont j'ai été l'ex-futur éditeur. Enfin, tu vois, c'est un peu, Ouais, non, mais c'est petit pour peu ça paradis que ce que c'était une histoire un petit peu compliquée. et c'était assez bizarre parce et que moi presque le hasard, moi je sortais du dessin des mauvaises gens, qui est donc un livre qui parle aussi de syndicalisme. Oui, de l'engagement Voilà. de tes parents. Et donc je dessinais des manifestations, des foules avec des pancartes, tout ça, et j'attaque Un homme est mort et je redessine des foules. Et je me suis dit c'est bizarre, quelque chose. je vais devenir un espèce de spécialiste de la chose, ce que je veux pas devenir d'ailleurs, mais en tout cas il y avait une vraie continuité quoi, avec le livre que je venais de terminer. Mais ce qui est malgré tout différent entre Un homme est mort et Les mauvaises gens, par exemple, cette veine aussi documentaire que tu évoquais tout à l'heure, c'est que dans les autres albums, tu te mets en scène. Alors, voilà. C'est assez particulier, on dépasse presque la BD dite de reportage, ça devient presque un carnet. Alors est-ce qu'on peut parler de carnet de rencontres ou carnet intime? Parce que dans Mauvaises gens, ce sont tes parents. Ouais. Je sais pas comment il faut appeler ça, mais à la limite, je m'en fous un peu. Enfin, moi, en fait, quand le livre se présente à moi, quand je commence à l'imaginer, il prend la forme qui s'annonce, en quelque sorte. Et je sais que quand ça relève du documentaire ou du reportage, je ne sais pas faire ces livres-là autrement qu'en me mettant en scène. D'accord. Non pas que j'aime me dessiner, que j'ai une image de moi extrêmement valoriante, mais je crois que c'est dû au fait que j'ai besoin de dire d'où je parle quand je fais ces livres-là, parce que c'est des livres que je revendique comme subjectifs, donc je dis je. Il y a le point de vue, et si je dis je en bande dessinée, quand on dit, on dessine. Enfin voilà, le mot et l'image sont intimement liés, donc je me dessine. Voilà. Alors, je ne suis pas le seul à le faire, hein. Joe Sacco le fait, Guy Delisle le fait, enfin il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a des gens qui ont choisi le point de vue inverse, un gars comme Emmanuel Guibert, on en parle souvent tous les deux, quand il fait le photographe par exemple, je ne sais pas si vous avez lu le photographe, mais je vous le conseille chaudement, lui il arrive parfaitement à dire je à la place de quelqu'un d'autre. Lui, Emmanuel Guibert, dessinateur, se met dans la peau de Didier Lefebvre, photographe en Afghanistan, où lui-même, Guibert, n'a jamais foutu les pieds, et il dit je, et ça marche admirablement. Ça marche très, très bien. Chose que moi, qui me semble absolument inconcevable pour ce qui me concerne. Donc on a chacun notre façon d'appréhender ce type de récit. Et moi, c'est la seule façon que j'ai trouvé d'appréhender ce type de récit. Donc, évidemment, dans Un homme est mort, qui se passe en 1950, 15 ans avant ma naissance, c'est un travail encore différent, qui est un travail de repérage, de recomposition. De travail sur archives, photographies. Alors, c'est surtout Chris qui a bossé là-dessus. Hein. Il a travaillé 4 ans, je crois, avant qu'on commence à dessiner. Et avec Pierre Le Goïc, qui est mort l'année dernière. Ouais. L'historien brestois qui avait fait un travail formidable sur la... le dossier final à la fin d'Un homme est mort doit beaucoup à Pierre, effectivement. Et on avait, jusqu'à sa mort, on avait l'intention de faire une sorte de, non pas de suite, mais de complément à Un homme est mort, pour raconter tout ce qui est arrivé au livre depuis sa publication, notamment l'ouverture des archives, et voilà. Et la mort de Pierre nous a mis un petit coup de bambou, là, donc on a mis un peu le truc en suspens. Mais c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidé. Et je reviens au côté se mettre en scène, puisqu'on parlait tout à l'heure des Ignorants, qui est finalement l'album le plus récent. Là, c'est une rencontre. C'est parti de... Le scénario se débute par quoi? C'est le hasard, c'est la rencontre, c'est l'envie de faire parler de manière croisée comme ça les... toujours, métiers, c'est toujours vachement diffus. Hein. Moi, je ne sais pas bien comment s'amorce la conception d'un livre. C'est des choses qui arrivent malgré moi, en quelque sorte. Pour les Ignorants, en l'occurrence, je connais ce vigneron, Richard Leroy, depuis longtemps. On est amis. J'aime beaucoup l'entendre parler de son vin, du monde du vin en général, et de son vin à lui en particulier. Et ça faisait longtemps que j'ai remarqué que sa façon d'appréhender le monde du vin avait des points communs avec ma façon d'appréhender le monde de la bande dessinée. Voilà. Pourquoi on fait de la bande dessinée, pourquoi on fait du vin, pour qui, comment on gère la lassitude, la répétition, le quotidien, enfin toutes ces choses-là. Ouais. Et donc, même si c'est des objets qui a priori n'ont rien à voir, une bouteille de vin et un livre de bande dessinée, et dans la façon d'appréhender la chose, j'avais le sentiment, l'espèce d'intuition qu'il y avait des points communs. Et donc voilà, je suis parti là-dessus. L'idée s'est mise en place après. L'idée a mis longtemps à venir en place parce qu'en fait, ma première idée aurait été de m'embarquer de passer du temps avec lui, de raconter comment il travaille, tu vois, ça c'était ma première idée. Sauf qu'il y a 10 ans, 12 ans maintenant, 13 ans, putain, j'ai fait déjà un livre qui s'appelle Rural, où j'ai passé 1 an et quelques dans une ferme, où j'ai raconté ça. Donc je ne me voyais pas revenir dans le milieu agricole avec des thématiques... Aussi, le
viticulteur ou agriculteur engagé. Oui, c'est ça. Donc il y avait des points points communs qui m'emmerdaient un peu parce que ça devenait une sorte de recette que j'applique à nouveau, quoi. Donc ça, je me l'interdisais. Et donc j'avais en quelque sorte ce casting, j'avais ce type-là dont je me disais qu'il ferait un bon personnage de bande dessinée, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Et puis un jour, lors d'une conversation dans mon atelier, m'a posé des questions tellement imbéciles sur mon métier. Je me suis dit, mais tu connais rien, t'as jamais lu de bande dessinée de ta vie? Il m'a dit, bah non, je ne sais pas ce que c'est. Et là, l'idée de cette initiation croisée, d'ailleurs c'est une scène que je mets dans le livre, où il me demande si c'est l'éditeur qui dit quelle couleur je dois mettre dans mes planches. Ah non, évidemment. Encore heureux. Enfin bref, cette question idiote m'a permis de dépasser cette espèce de petite réticence que j'avais, en me disant, ben voilà, je vais venir bosser chez toi, mais en contrepartie, tu vas pas me payer évidemment, mais en contrepartie, je vais te forcer à lire de la bande dessinée. Ouais. Au départ, j'étais vraiment parti dans cette espèce de contrainte de mettre le nez dans le livre de bande dessinée de force, quoi. Ce que je savais pas, c'est qu'il allait y prendre goût très rapidement, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça a beaucoup contribué à la facilité de réalisation du livre. Et donc, du coup, pendant 1 an et demi, j'ai été ouvrier viticole. Donc, j'allais tous les matins chez mon patron, travailler. Et puis, le soir, je lui amenais des bouquins à lire. Et puis, on est allé voir les auteurs des livres qu'il avait bien aimés. Il ne savait pas ce que c'était qu'un éditeur. On est venu chez l'éditeur. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte, voilà, du parcours. Et bref, on s'est pas mal baladés tous les deux. C'était chouette, on s'est bien amusés. Et puis, voilà, le résultat de ces pérégrinations diverses donne lieu à ce gros pavé sorti il y a 1 an et demi maintenant, quoi. Voilà. Ça, on est donc dans la veine documentaire. Je fais attention quand même à l'heure, sinon je vais faire haïr par ceux qui attendent encore les dédicaces. On va finir avec Lulu Femme Nue. Alors, c'est plus pour aussi évoquer le côté fiction, parce qu'il n'y a pas que le côté documentaire, entre guillemets. Lulu Femme Nue, là, l'idée est partie de quoi? Parce que là, finalement, on ne s'appuie pas forcément sur un personnage réel, enfin sur quelqu'un, sur un ami ou sur la famille. Oui et non, en fait. C'est quand même, oui. Quand je travaille, enfin, je fais pas de grosses différences. Alors c'est vrai que j'ai des livres de fiction, comme Lulu Femme Nue, comme Chute de vélo, comme voilà. Puis j'ai des livres qui relèvent plus du reportage, comme Les Ignorants ou Un homme est mort. Encore qu'un homme est mort, c'est une histoire vraie. Enfin bref, tu vois, il y a une manière de cataloguer, c'est vrai. Mais dans ma façon de concevoir les livres, en fait, il n'y a pas une grosse différence. Moi, je regarde ce qui se passe autour de moi et je raconte en gros, quoi. Alors parfois, je tombe sur une histoire que je raconte telle qu'elle se présente à moi. Les Ignorants, Les mauvais gens, Rural. Et puis parfois, j'entends parler de choses, je vois des choses que je rassemble, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres dans la réalité, que je rassemble et j'en fais une fiction. Mais au final, la méthode est la même, quoi. La démarche, pourquoi Donc là, c'est une compilation de choses, de choses que j'entends, que je vois, de personnes que je croise. Alors, les gens ne se reconnaissent pas forcément, parce qu'ils ne savent pas forcément qu'ils m'ont servi de modèle, en quelque sorte. Mais au départ, j'ai commencé à réfléchir. J'avais entendu dire que 40 000 personnes par an en France disent un soir à leur conjoint « je descends acheter des cigarettes » et reviennent jamais. Et ça m'avait semblé énorme, 40 000 personnes. C'est énorme. Et donc je m'étais un peu renseigné au début là-dessus. Lulu Femme Nue n'a plus rien à voir avec ça, puisqu'elle c'est l'histoire d'une femme qui part, mais qui toujours prévoit de revenir, et le dit même qu'elle reviendra. Donc, mais il y a toujours un point de départ qui après est transformé. Donc mon point de départ, c'était ça. C'était des lieux aussi, la côte atlantique que je dessine là, elle existe. Et puis c'est des personnes qui sont, enfin des personnages qui sont des composites entre la physique de quelqu'un, la psychologie d'un deuxième, la biographie d'un troisième, et que je compose comme ça, quoi. Lulu Femme Nue, ça c'est plus peut-être dans l'actualité, vient d'être adapté au cinéma. Est en cours d'adaptation. Ah, c'est en cours, pardon. Ouais. C'est-à-dire que le tournage est fini, depuis le mois de novembre. Avec Karine Viard dans le rôle de Lulu. Oui. Et donc, est-ce que tu as participé à l'écriture J'ai pas participé à l'écriture, j'ai demandé à pouvoir valider le scénario. Ouais. Donc j'ai eu un travail de dialogue avec la réalisatrice et le scénariste, qui m'ont envoyé des différentes versions que j'ai annotées, que m'ont renvoyé en tenant compte globalement assez souvent de mes annotations. Et au 5 ou 6e aller-retour, j'aurais dit que moi, ce scénario-là me convenait. Et puis pour se venger, ils m'ont imposé de tenir un petit rôle dans le film. Figuration. Je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça, ouais, ça m'a permis de le vérifier. Donc voilà, ça sera très très furtif. S'ils m'ont pas enlevé au montage parce que j'étais mauvais comme cochon, ce qui n'est pas exclu. Mais en tout cas, voilà, le film est tourné, il est monté depuis 15 jours, et là, ils sont en cours de... Enfin, la musique, les bruitages, l'étalonnage, il y a des petites étapes techniques. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu la version finale encore. Je devrais la voir dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, j'attends, et on verra, quoi. Donc, dernière question rituelle, les projets peut-être actuellement, est-ce qu'il y a...
une bande dessinée en cours ou à venir? Ah bah oui, forcément. Forcément. Sinon, je fais quoi de mes journées? Mais c'est vrai. Voilà. Festival, Ouais. opérette, entre autres. Oui, voilà. Oui, là, je travaille sur un livre qui sortira donc fin octobre, si tout va bien, qui s'appelle Le chien qui louche. Je me réserve le droit de changer de titre au dernier moment, mais... Ouais, mais c'est pas mal. Ça ouais. intrigue déjà, je suis en train de me... C'est vrai? Ouais. Bon, bah voilà, à cause de toi, je le garde. C'est le nom d'un tableau, et c'est l'histoire du tableau le moins célèbre du Louvre. Voilà, parce que la Joconde, tout ça, tout le monde connaît, donc... C'est vrai. Il est tellement peu célèbre qu'en fait, un- c'est un faux, évidemment, mais c'est l'histoire... Alors, en fait, mon éditeur Futuropolis a déjà entamé une collaboration avec les éditions du Louvre, Voilà, ouais, avec... qui a permis à maintenant 5, 6, voire 7 auteurs de bande dessinée d'avoir un accès au Louvre Et de faire un travail. et de faire un livre. La contrainte est très ouverte, on fait un livre sur, autour, dans le Louvre, enfin voilà, on fait ce qu'on veut, quoi. Prud'homme, je crois. Le dernier, Le enfin, ouais, c'est ouais. ça. Il y en a un de Bilal, qui n'est pas tout à fait la Oui, bande dessinée, il y en a pas. mais le dernier de Prud'homme est magnifique, ça s'appelle La traversée du Louvre. Voilà. Et donc moi, dès que j'ai entendu parler de cette hypothèse, j'ai dit que je voulais en faire un. En fait, ce qui me plaît, c'est que pour faire ça, on nous file un laissez-passer Et on peut avoir le livre absolument pour soi. intégral. On ne peut pas nous refuser l'entrée où qu'on aille. Ah, pas mal. Et donc, rien que pour ça, j'aurais dit, j'ai une super idée, donnez-moi le badge. Après, j'ai cherché la super idée. Et du coup, j'ai ce badge et j'en profite lâchement. Et donc, je passe des journées au Louvre. On peut y aller quand c'est fermé. On peut aller... Voilà, quand il n'y a personne. J'ai même obtenu le luxe d'y passer une nuit, par exemple. Ça, c'est royal. Tu rentres à 18h, quand les gens partent, tu leur dis, allez, hop, s'il vous plaît, Oui, allez-vous-en. tu vas voir, voilà. Et puis, les portes se ferment et tu sors le lendemain matin à 8h30. Et ça, c'est chouette. Ah oui, J'ai fait avec David Prud'homme, d'ailleurs, on l'a fait tous les deux. Et on peut lâcher voilà. comme ça les auteurs de Ouais. BD. Et on peut aller dans les salles, dans les réserves, on peut même aller sous les toits, c'est-à-dire entre le plafond et les toits, parce qu'il y a des coursives avec les pompiers, avec les veilleurs de nuit, on a fait ça. Donc bref, le Louvre est à moi là pendant 1 an et quelques. Enfin, j'en viens presque à ça, excusez-moi. C'est une annexe de mon atelier. Voilà. Voilà. Et après, il va falloir que je devienne un Voilà, visiteur lambda, ça va être vachement difficile. Ouais, après, voilà. Ouais, la chute va être rude. Mais voilà, donc j'y retourne demain, par exemple. Et donc voilà, moi je raconte, j'ai décidé de prendre le Louvre par la petite porte en quelque sorte, et je raconte une histoire un peu idiote d'un cambriolage à l'envers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne veulent pas enlever une toile du Louvre, mais qui veulent en mettre une. D'accord. Ils ont découvert dans le grenier une toile de leur arrière-grand-père, Très très belle. qui s'appelle Le chien qui louche, un chien qui louche, qui est comme avec une croûte, quoi. Mais eux, comme ils connaissent rien à l'histoire de l'art et que le Louvre, ils s'en foutent et tout ça, mais qu'ils ont l'occasion de rencontrer un surveillant qui n'y peut rien, évidemment, ils se disent qu'il n'y a pas de raison que la toile du grand-père n'aille pas au Louvre. Elle serait mieux là qu'au grenier, quoi. Et tant qu'on leur a pas expliqué en quoi la toile ne mérite pas d'être au Louvre alors que la Joconde y est, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que... Il y a la différence. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a des millions de gens, il y a 10 millions de personnes par an qui viennent voir la Joconde et que d'autres toiles se croupissent dans l'ignorance. Tant qu'on leur a pas expliqué ça, ils renoncent pas, quoi. Et c'est vachement compliqué à expliquer, en fait. C'est vachement compliqué. Et donc voilà. C'est en cours. Je suis en train de le dessiner et je dois le terminer cet été pour qu'il sorte à l'automne, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Donc à suivre. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on va te laisser retourner travailler. D'accord. Ben, merci Et d'être venu. aussi, merci d'être venu.